permettrez enfin, pour terminer, de vous dire plus personnellement à cet instant que je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, nouveau numéro des grands débats. Aujourd'hui, nous allons revivre ensemble un moment historique, la censure du gouvernement de Michel Barnier en réponse au 49.3 qu'il avait déclenché pour faire passer sans vote le budget de la sécurité sociale. Nous sommes le mercredi 4 décembre et c'est l'ambiance des grands jours à l'Assemblée nationale. Je vous propose, avant ça, de retrouver Clément Perrault. Clément, c'est une journée historique à l'Assemblée. On le voit par la présence de très nombreux journalistes. Il y en a partout. Oui, Elsa, ça fait quelques années maintenant que je travaille à LCP et je dois vous le dire, je n'ai jamais vu autant de monde à l'Assemblée, autant de journalistes présents. Là, nous sommes en salle des pas perdus. Vous le voyez, un véritable mur de caméras s'est dressé. On y voit des journalistes de tous les pays, de nombreux correspondants étrangers sont là. Je suis avec Vincent Grisot, notre cadreur. Regardez, on va bouger un petit peu, on va se rendre à la salle des 4 colonnes. C'est l'autre salle dédiée aux journalistes qui se trouve juste à côté. Vous voyez autour de moi les confrères, ils sont tous avec leurs caméras, avec leurs smartphones, avec leurs notes pour prendre rendez-vous, pour prendre des infos avec des députés, pour caler des directs comme nous le faisons nous aussi. Là, on arrive, regardez, dans la fameuse salle des journalistes, la salle des 4 colonnes, elle est absolument noir de monde, vous le voyez sur ces images de Vincent Grisot. Il va vous proposer un plan assez large, voilà, de cette salle des 4 colonnes, une véritable ruche. Vous voyez tous les journalistes présents, quelques députés. Là, je vois le socialiste Arthur Laporte au milieu d'une nuée de journalistes. On voit également la porte d'entrée vers l'hémicycle. C'est là qu'arrivent et sortent les députés. Et on voit des dizaines, voire plusieurs centaines de journalistes présents entre la salle des pas perdus et la salle des 4 colonnes. C'est vraiment un événement majeur, un événement historique qui se déroule aujourd'hui à l'Assemblée. 2 motions de censure ont été déposées, l'une par le Nouveau Front Populaire, l'autre par le Rassemblement National. Marine Le Pen défend la motion de son camp, mais c'est l'insoumis Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, qui monte en premier à la tribune pour défendre la motion de la gauche. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Dames les ministres, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, nous faisons aujourd'hui l'histoire. Vous, parce que vous allez être le seul Premier ministre à être censuré depuis Georges Pompidou en 1962. Moi, parce que j'ai l'honneur de porter cette motion de censure. Ne voyez dans cette introduction ni de quoi adoucir votre déception, ni de quoi me glorifier. Simplement, je veux dire toute l'importance et la solennité de ce moment. J'apprécie tout le sérieux et l'ampleur de ce jour. Et je sens une responsabilité d'autant plus grande qu'à l'inverse de Georges Pompidou, la majorité de nos concitoyens n'est ni derrière votre gouvernement, ni encore moins derrière le président qui vous a nommé à cette place. La majorité du peuple est bien derrière la motion que je porte. Au fond, cette motion va emporter votre gouvernement parce que vous n'avez jamais su déjouer la malédiction que vous a transmise le vrai responsable de cette situation, Emmanuel Macron. Cette malédiction, c'est l'illégitimité. Votre illégitimité absolue devant le suffrage universel. Vous qui êtes issu de la force politique parlementaire qui a eu le plus mauvais résultat aux élections législatives. L'illégitimité de la coalition qui était censée vous porter, et plus encore, l'illégitimité du programme économique et social puissamment rejeté par les Françaises et Français en juillet 2024. Cette illégitimité provoque votre chute aussi, car vous n'avez pas tenu vos engagements. Vous disiez que vous respecteriez le Parlement après le record de 49.3 déclenché par les gouvernements précédents pour expédier une politique déjà minoritaire. Nous ne vous avions pas cru, d'où notre motion de censure en octobre. La suite a montré que nous avions eu raison. Vous n'avez même pas esquissé le moindre mouvement en faveur des amendements adoptés dans cette Chambre.
ni dans le budget de la sécurité sociale, où pourtant nous réglions une grande partie des déficits des comptes sociaux en faisant, par exemple, cotiser les dividendes, ni dans le budget de l'État, où pourtant nous apportions 56 milliards d'euros en revenant sur les cadeaux fiscaux faits éhontément aux ultra-riches et aux très grandes entreprises depuis 2017. Or, ces recettes supplémentaires permettaient d'éviter d'augmenter les taxes sur l'électricité ou de pénaliser le pouvoir d'achat des actifs et des retraités. Et ces recettes permettaient aussi de réduire le déficit en dessous de 3%, ce qui libérait directement des marges de manœuvre pour investir dans l'écologie, l'éducation, la santé. Voilà le résultat que vous avez évacué d'un revers de main. Ce résultat adopté grâce au NFP s'avérait pourtant largement préférable à la sueur et aux larmes que vous promettez aux Français au détriment de l'activité économique et de la bifurcation écologique. Pire, vous avez finalement tenté des compromis, mais avec l'extrême droite. Ce Rassemblement national que vous avez privilégié en violation du barrage républicain qui s'est exprimé majoritairement en juillet dernier. Ce barrage dont vous auriez à minima, Monsieur le Premier ministre, dû être le garant. Mais cette compromission n'empêchera pas votre chute. Vous chuterez de surcroît dans le déshonneur puisque vous étiez même prêt à remettre en question l'aide médicale d'État. Illégitime, vous l'êtes aussi parce que vous avez refusé d'entendre, après le puissant message du mouvement social de 2023, l'écrasante majorité qui veut l'abrogation de la réforme des retraites. Cette volonté qui s'est exprimée de nouveau en juin dans les urnes, comme les vôtres ont contourné le refus des Français du traité constitutionnel européen en 2005, vous avez aujourd'hui considéré que le peuple avait tort puisque vous estimez avoir toujours naturellement raison. Enfin, arrêtez ce mauvais coup porté au pays qui consiste à dire « après moi le déluge ». Le chaos est déjà là. Il est politique, économique et social. Ce n'est pas la politique économique que nous voulons qui explique les chiffres catastrophiques du déficit, les plans de licenciement massifs, le chômage qui remonte, l'incapacité à faire face aux besoins en matière d'investissement écologique. C'est votre politique économique et fiscale qui a consisté à appauvrir le pays au bénéfice des ultra-riches et du capital. Et pour le plus grand malheur du reste du pays. Aujourd'hui, nous votons la censure de votre gouvernement, mais plus que tout, nous sonnons le glas d'un mandat, celui du président. Collègues, notre main n'a pas à trembler. Je vous incite à censurer ce gouvernement. En ce jour, ouvrons un avenir, la promesse d'une aube après le crépuscule. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame la Présidente Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Allez, silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voilà arrivés au moment de vérité, un moment parlementaire inédit depuis 1962 qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère, un gouvernement de circonstances et finalement d'apparence. Le budget que nous rejetons aujourd'hui apparaît clairement comme le contraire d'une politique pensée et pesée. Il n'est qu'une comptabilité froide, issue de logiques bureaucratiques, de choix d'habitude ou de routines dépensières, sans se soucier des postes et des personnes, en ayant à l'esprit que le mandat que nous ont confié nos électeurs est le sens de l'intérêt national. Nous avions éclairé le chemin qui mène au compromis avec 3 balises. Immigration, pouvoir d'achat, sécurité. Ces balises, le gouvernement n'a pas voulu les voir, comme s'il était pour lui déshonorant de chercher en ces circonstances les voies de la conciliation nationale. Les petits pas qu'il a timidement et très tardivement tentés ne peuvent s'appeler des concessions, ce sont des miettes. Je le déplore, mais c'est ainsi. Alors,
À ceux qui me croient animé de l'intention de choisir par un vote de censure la politique du pire, je veux leur dire que la politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement, un tel effondrement. La France aura un budget, car comme nous l'avons rappelé, nos institutions nous permettront de voter au plus tôt, avec un nouveau gouvernement, des lois de finances pour 2025. Et d'ici là, une loi spéciale que nous voterons évidemment permettra à l'État de continuer à percevoir l'impôt et d'exécuter les dépenses publiques indispensables à la continuité de la vie nationale. En revanche, nous lui évitons la prolongation des tragiques erreurs économiques et fiscales du passé. Nous permettons par notre défense de l'intérêt national, à rebours de 40 ans de politique économique toxique dont vous êtes le continuateur, d'éviter le chaos. Que l'on soit juste, la dissolution, nous la devons à la rupture profonde et ancienne entre la volonté du peuple et les réalisations de leurs dirigeants. La censure est la conséquence non seulement des manœuvres électorales des élections législatives qui ont privé la France d'une majorité de gouvernement, mais également du chantage de votre propre minorité qui vous a interdit de trouver les voies de passage avec vos oppositions, ce qui est pourtant le fondement de la démocratie. Emmanuel Macron s'est attaqué depuis 7 ans à tous les murs porteurs de l'État et de la nation et a terriblement affaibli la fonction présidentielle, clé de voûte de l'édifice institutionnel français. Parce que nos logiques constitutionnelles le commandent, en attendant que le peuple reprenne la parole et la main, c'est au chef de l'État et à lui seul qu'il appartiendrait de sortir le pays de cette pathétique ornière. Je le dis ici, j'ai trop de respect pour la fonction suprême, de déférence à l'égard de nos institutions, de révérence vis-à-vis du suffrage universel, pour participer à une quelconque entreprise, même parlementaire, de demande de destitution. Je laisse cela aux tchéguévaristes de carnaval qui, sans nul doute, se reconnaîtront. C'est à l'intéressé lui-même de conclure s'il est en mesure de rester ou pas. C'est à sa conscience de lui commander s'il peut sacrifier l'action publique et le sort de la France à son orgueil. C'est à sa raison de déterminer s'il peut ignorer l'évidence d'une défiance populaire massive que, dans son cas, je crois définitive. Alors, mes chers collègues, aujourd'hui où la censure nous apparaît comme une nécessité pour mettre fin au chaos, pour éviter aux Français un budget dangereux, injuste et punitif qui, de surcroît, aggrave les déficits, les institutions nous contraignent à mêler nos voix à celles de l'extrême gauche. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons, tant les idées de l'extrême gauche et de la gauche extrémisée sont dévastatrices pour l'unité, la sécurité et la prospérité du pays, et tant leur comportement est terriblement éloigné de l'idéal français et du respect de nos institutions. Ces institutions, ces mêmes institutions nous contraignent aujourd'hui à utiliser le NFP comme un simple outil pour éviter l'application d'un budget toxique. Je veux dire à ceux qui souffrent et qui désespèrent que le temps n'est plus très loin, avant que ne se profile la grande alternance, cette grande alternance que nous appelons de nos vœux et qui sera synonyme pour tous les Français de délivrance. Ce jour viendra bientôt, peut-être très vite. Ce sera là le véritable choc d'espérance qu'attend la France. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du côté du bloc central, les visages sont graves. Le camp présidentiel et la droite républicaine dénoncent l'alliance des contraires entre le Rassemblement national et la gauche, tout en rappelant les conséquences de la censure. Laurent Wauquiez s'en prend directement à Marine Le Pen, tout comme Gabriel Attal, qui prend à partie aussi les socialistes. Dans le camp du désordre, il n'est pas seul, le Rassemblement national. Ce camp du désordre, il le partage avec l'extrême gauche, qui a déjà ses habitudes. Motion de censure après motion de censure, outrance après outrance, hurlement après hurlement, l'alliance de la gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon ne poursuit qu'un seul projet, tout piétiner, tout gâcher et tout taxer.
Et puis, il y a ceux, je le crois profondément, pour qui il est encore temps de se ressaisir. Je pense à ceux qui, il y a 7 ans à peine, gouvernaient encore la France. Ceux qui, je le crois sincèrement, comptent dans leur rang des élus sincères, convaincus que la laïcité n'est pas un gros mot, que la compétitivité est nécessaire et que la stabilité est indispensable. Ceux qui, depuis le congrès d'Épinay, unissaient la gauche autour de leurs valeurs et ne se soumettaient pas, au contraire, comme aujourd'hui, à celles de l'extrême gauche. À cela, nous le disons, on peut s'opposer sans tout gâcher, on peut s'opposer sans censurer. C'est à cela que nous disons « affranchissez-vous, affranchissez-vous ». Nous préférons voir le courage de ces quelques députés de gauche, de ces députés indépendants qui ont refusé de signer et d'apporter leur voix à la motion de censure signée par Jean-Luc Mélenchon. Nous préférons toujours voir la responsabilité des voix au sein de la gauche et des députés indépendants, certes encore trop rares, mais qui existent, qui se sont élevés pour dénoncer la politique du pire. Nous préférons porter l'espoir qu'un jour, et le plus tôt sera le mieux, la gauche républicaine, la gauche de gouvernement, celle qui a eu l'honneur de donner par 2 fois un président à la France, que cette gauche-là se ressaisisse et se mette avec nous autour de la table, enfin, pour agir vraiment pour les Français. Chers collègues socialistes, au début de cette séance, M. Mélenchon était dans les tribunes pour assister à nos débats. Il a écouté religieusement l'orateur de la France insoumise. Il a écouté religieusement Madame Le Pen. Il s'est levé et est parti au moment où Boris Vallaud a pris la parole. Il la respecte plus que vous. Qu'est-ce que vous faites encore avec eux ? Voilà, mesdames et messieurs, l'heure est venue de dire quel avenir nous voulons pour notre pays. L'heure est venue de mettre de nos côtés... Allez, s'il vous plaît, un peu de silence, un peu de calme. Chut. L'heure est venue de mettre de côté ce qui nous divise. L'heure est venue pour l'ensemble des députés de notre pays de se hisser à la hauteur du moment et à la hauteur de leurs responsabilités. L'heure est venue de dire... Si nous préférons que les années qui viennent se confondent avec les crises, les censures, les divisions, ou si nous voulons au contraire que les années qui viennent soient des années de stabilité, de réconciliation et de sérénité. Je le dis, mesdames et messieurs les députés, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour le sursaut. Il n'est pas trop tard pour montrer qu'un autre chemin est possible. Il n'est pas trop tard pour démontrer aux Français que nous avons entendu leurs besoins de stabilité, leur quête de sérénité, leur aspiration à la sobriété. Alors je vous le dis avec force, au nom des députés de mon groupe, au nom des millions de Français qui ne disent rien mais qui n'en pensent pas moins, n'œuvrez pas contre les intérêts de notre pays, n'affaiblissez pas la France, ne censurez pas ce gouvernement. Merci beaucoup. Le texte qui nous est aujourd'hui soumis, à savoir le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais aussi plus largement les textes budgétaires dont nous discutons depuis plus de 2 mois et que nous devons considérer comme un tout, ont été remaniés et sont précisément le fruit d'un compromis. Jamais, sans doute, des textes budgétaires n'auront été autant remaniés et modifiés à l'aune des débats parlementaires. Le plus évident, bien sûr, c'est le compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur le PLFSS. Fait suffisamment rare pour être souligné. Et en dépit de ce que certains voudraient faire croire, ce texte est bien le fruit d'un travail entre les différents blocs des différentes assemblées. Et je voudrais, devant vous, pardon pour ceux que ça gêne, citer quelques-unes des avancées nées de ce compromis. Je pense à la meilleure protection des petites retraites que nous étions ici nombreux à porter. Je pense à la fiscalité incitative sur les sodas. Je pense
à la réforme des allègements généraux de cotisations sociales et patronales que pour la première fois nous avons pu envisager et sur laquelle nous avons su collectivement aboutir à un équilibre entre soutien à l'emploi et efficacité de la dépense publique. Mais ce texte conduit aussi des avancées concrètes pour nos concitoyens, plus perceptibles encore. Sans ce PLFSS, pas de renforcement des mesures de prévention ou d'accès aux soins, pas d'investissement supplémentaire dans notre système de santé, pas de lutte contre la pénurie de médicaments. Sans ce PLFSS, pas d'augmentation des moyens de la prise en charge de la perte d'autonomie. C'est plus de 6 500 postes d'aide dont nous priverions nos aidés. Sans ce PLFSS, pas de réforme des retraites pour nos agriculteurs, ni d'allègement de charges pourtant cruciales pour la compétitivité de leurs exploitations. Je ne cherche pas à faire peur, on ne gouverne pas avec la peur, mais que ceux qui prétendront ou qui prétendraient ce soir que le vote d'une motion de censure serait sans conséquence, je dis qu'ils devront rendre des comptes devant les Français. À force de positions inflexibles, la censure pourrait devenir un réflexe pavlovien, un automatisme qui conduirait à coup sûr notre pays dans l'impasse. Il se peut même que les budgets de l'État et de la sécurité sociale n'aient toujours pas été adoptés d'ici l'été prochain. La stagnation de nos politiques économiques, qui ne pourraient plus être pilotées, nous ferait nécessairement perdre du crédit sur notre dette. Ne soyons pas naïfs, les marchés ne font pas dans l'affect. Et si cette situation devait se poursuivre, ils ne manqueraient pas d'attaquer. Au-delà de l'envolée des taux d'intérêt, une nouvelle période d'instabilité s'ouvrirait alors pour le monde économique, en particulier pour nos entreprises qui ont besoin de lisibilité, de stabilité, afin d'anticiper sur leurs investissements. Pour celles qui ont les freins les moins solides, souvent des TPE, des PME, il pourrait s'agir de l'ultime coup de massue porté dans un contexte économique déjà morose. À court terme, ce sont les créations d'emplois en moins. À long terme, des licenciements, du chômage en plus et donc encore plus de dépenses sociales. La crise de régime, cercle vicieux, augmentera la précarité de notre pays. Ce n'est pas juste. Il faut aussi dire en toute transparence que l'absence de budget implique automatiquement une hausse de l'impôt sur le revenu dont le barème ne sera pas indexé sur l'inflation pour 18 millions de personnes. Près de 400 000 Français, parmi les plus fragiles financièrement, deviendront imposables alors qu'ils ne devraient pas l'être. Ce n'est pas juste. Les budgets prévus pour les grandes politiques de l'État seraient également suspendus. Ce n'est pas abstrait, c'est un frein au soutien dont nos agriculteurs ont besoin, à la lutte contre la fraude, aux dépenses de santé. C'est un frein à la lutte contre les trafics, contre le crime organisé. C'est un frein à l'aide de la reconstruction en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas juste. Ce serait tout autant un coup d'arrêt pour nos armées, dont le budget ne suivrait plus la trajectoire votée, ici même, à une écrasante majorité, et se retrouverait affaibli dans un contexte géopolitique instable, dangereux. Mes chers collègues, nous avons été collectivement dans un exercice d'auto-persuasion depuis 1974, année du dernier budget excédentaire. Nous touchons désormais aux limites de la vie à crédit perpétuel. Le groupe Horizon et Indépendants est convaincu qu'il existe une voie de passage, qu'un budget peut à la fois prendre cette réalité en compte, tout en évitant d'asphyxier notre économie. Le choix que nous avons à faire, chers collègues, il est parfaitement clair. Et il n'y en a pas trois. Il n'y a que deux choix possibles. L'intérêt du pays ou l'intérêt des partis. Le choix de la responsabilité ou le choix du chaos. Le choix de la solution ou le choix du désordre. Alors je n'oublie rien de la responsabilité qui est celle de la France insoumise. Je n'oublie rien du danger de ceux qui veulent autoriser l'apologie du terrorisme. Je n'oublie rien du danger de ceux qui entraînent des complaisances détestables avec l'antisémitisme. Je n'oublie rien du danger de ceux qui ont trahi Jaurès et Clémenceau. Mais la réalité, c'est que sans vos voix, Madame Le Pen, la France insoumise ne pourrait rien. La réalité, Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter. Vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les policiers d'assassins. La réalité, Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les terroristes de résistants. La réalité, Madame Le Pen, la réalité...
Et honnêtement, la dignité vous imposerait un autre comportement dans cet hémicycle. La réalité, Madame Le Pen, c'est que quand on lit le texte de la motion de censure, on comprend l'hypocrisie qui est derrière. Juste le texte de cette motion de censure. Un texte qui dénonce les plus viles obsessions de l'extrême droite. Et vous allez voter cela. Un texte qui explique qu'il ne faut pas revenir sur l'aide médicale d'État. Et vous allez voter cela. Un texte qui explique qu'il ne faut pas de loi d'immigration plus ferme. Et vous allez voter cela. Voilà, Madame Le Pen, ce que vous allez faire. Voilà à quelles incohérences en sont réduits dans cet hémicycle les semeurs de chaos. Dans un parcours politique, il y a toujours un moment de vérité. Il y a des moments où on ne peut pas duper, on ne peut pas esquiver, on ne peut pas feindre. Des moments où il faut choisir entre un intérêt personnel, Madame Le Pen, et l'intérêt du pays. Des moments où il faut choisir entre son intérêt partisan et le sens de l'État. Madame Le Pen, je n'ai jamais été de ceux qui vous diabolisaient. Je n'ai jamais été de ceux qui vous donnaient de leçons de morale. Jamais. Et je vous le dis donc avec d'autant plus de force aujourd'hui. Les Français jugeront sévèrement le choix que vous vous apprêtez à faire. Les Français jugeront sévèrement le choix de ceux qui prétendent vouloir redresser le pays et font aujourd'hui le choix du désordre. Les Français jugeront sévèrement ceux qui voulaient se montrer responsables et vont faire le choix de l'irresponsabilité. Les Français jugeront sévèrement ceux qui prétendaient incarner l'ordre et qui vont faire le choix du chaos. Emmanuel Macron porte peut-être seul la responsabilité de la dissolution, mais vous allez porter avec la France insoumise la responsabilité de la censure qui va plonger le pays dans l'instabilité. Alors je vous le dis une dernière fois, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, il est encore temps. Ressaisissez-vous et changez votre choix. Ressaisissez-vous parce que sinon nous nous souviendrons longtemps de ce jour désolant. Nous nous souviendrons longtemps, Madame Le Pen, qu'une alliance des contraires portée par le cynisme a plongé notre pays dans l'instabilité. Ressaisissez-vous parce qu'il est toujours temps de faire le choix de la France. Dans ce moment politique, chacun est face à ses responsabilités. À gauche, on fait bloc autour de cette motion de censure. On fustige les concessions de Michel Barnier aux troupes de Marine Le Pen. On rappelle la légitimité de la gauche à gouverner le pays alors que le NFP a terminé en tête des dernières législatives. L'occasion aussi de proposer une nouvelle méthode. Monsieur le Premier ministre, à aucun moment, vous nous avez laissé améliorer votre projet. Il est injuste et inefficace. Il fait payer les malades, appauvrit les retraités, fragilise l'hôpital et ne prépare pas le pays aux défis de la société du vieillissement. Vous nous avez refusé la possibilité d'aller au bout de son examen et êtes demeuré obstinément sourd aux propositions encore formulées lors de la CMP. Nous n'avons jamais, pour ce qui nous concerne, été dans le tout ou rien. À aucun moment, aucun, vous n'êtes entré en dialogue avec l'opposition de la gauche et des écologistes, ni n'avez donné suite à aucune de nos propositions, que ce soit à l'occasion du débat parlementaire que vous avez déserté, ni à la suite des courriers que nous vous avons adressés et demeurés sans réponse, ni lors de notre récente entrevue, à votre invitation pourtant. Lors de cette entrevue, vous avez eu cette confidence saisissante. Je connais vos propositions, certaines sont intéressantes, mais je ne peux pas prendre le risque de fracturer mon socle commun. Toute votre énergie était donc consacrée à apaiser les ambitions de M. Attal, à contenter M. Wauquiez, à vous assurer de la bienveillance de Mme Le Pen. Je comprends que c'est d'abord entre eux et avec eux qu'il vous a fallu trouver des compromis. Cette motion de censure, c'est d'abord votre échec, l'échec de la méthode Barnier. Elle n'aurait été en définitive qu'un bruit qui court. Mais il y a plus grave. Le 7 juillet dernier, des femmes et des hommes, unis dans l'idéal d'une république laïque, sociale, fraternelle, épris de justice et de démocratie, comme à chaque fois que l'histoire l'exige, se sont retrouvés pour défendre l'essentiel et empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Les députés, vous, chers collègues, élus par l'élan démocratique de ce front républicain, n'étaient tenus que par une seule promesse,
une seule loyauté, un seul engagement, ne rien céder à l'extrême droite. Pourtant, Monsieur le Premier ministre, c'est avec le seul Rassemblement national que vous avez engagé des discussions, qui, loin de se borner aux questions budgétaires, cède aux plus viles obsessions de l'extrême droite. Une nouvelle loi immigration après la débâcle politique et morale de l'an dernier et une réforme de l'aide médicale d'État. Il est manifestement devenu plus convenable de parler avec l'extrême droite qu'avec la gauche. Et nous ne pouvons nous résoudre à cela, comme nous ne pouvons nous résoudre à la trahison du Front républicain qui justifie à elle seule cette motion de censure. Cette motion de censure, ceux qui la déposent prennent en effet la responsabilité d'affirmer leur capacité de gouverner. Et nous revendiquons à gauche de gouverner et de nous engager sur les chantiers prioritaires que nous avons défendus avec le nouveau Front populaire devant les électeurs. Un Premier ministre de gauche conduisant la politique de la nation en cohérence avec la volonté de changement des électeurs qui nous ont fait confiance et une Assemblée qui cherche des compromis et les majorités les plus larges autour de quelques priorités pour répondre à l'urgence et aux attentes des Français. C'est cela que nous appelons un accord de non-censure pour gouverner sans 49.3. Nous pouvons convenir ensemble, tout président de groupe ayant bénéficié du Front républicain, d'un accord de méthode pour y parvenir. C'est une construction politique difficile, je le sais, mais c'est la seule possible et raisonnable devant nous. Je crois dans le génie de la démocratie, mais elle a besoin de démocrates sincères, de républicains ardents. Elle a besoin de parlementaires adultes. Chers collègues du bloc central qui vociférez, je le dis avec gravité, cette censure est un appel au sursaut moral. La majorité de compromis que vous avez voulu s'est transformée en un sinistre gouvernement de connivence avec l'extrême droite que vous subissez et qui désormais vous achève. À tout républicain authentique, le prix à payer est devenu beaucoup trop élevé. Le choix qui est devant vous est désormais clair. Préférez-vous négocier avec une gauche au pouvoir que certains jugent imparfaite, mais avec laquelle vous partagez la plupart des combats républicains? Ou continuez-vous à courber l'échine aux injections de Madame Le Pen? Que préférez-vous? La laisse et le bâton du Rassemblement national ou la responsabilité républicaine au prix de négociations parlementaires exigeantes? Nous vous demandons d'être à la hauteur de la France et d'entendre des aspirations à la fraternité du pays. Chers collègues, la stabilité, ce n'est pas de continuer de livrer le gouvernement aux maîtres chanteurs de l'extrême droite. Le bon sens, ce n'est pas de régler la crise budgétaire en poursuivant la politique qui l'a mise en cause. Cette motion de censure n'est pas une fin en soi. Notre responsabilité est de présenter une issue et des solutions. Je les ai esquissées. Les socialistes y prendront leur part. Nous pouvons sur cette base nous retrouver dès demain. Cette motion de censure n'est pas non plus un outil qui vise à la déstabilisation et au chaos institutionnel. Cette motion de censure c'est pour retrouver le chemin du progrès, du dialogue républicain, pour donner à la France un budget juste et aux Français. Cette motion, c'est pour gouverner sans plus jamais négocier avec l'extrême droite. C'est pour donner au gouvernement stable à la France, un gouvernement qui a besoin de légitimité pour exercer son autorité et ne pourra la trouver que de cette Assemblée. Pour que vive la France et la République dans la fidélité au meilleur de son histoire. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous avez tenté d'imposer avec le 49.3, c'est celui qui continue à dégrader l'hôpital public, c'est celui qui acte l'abandon d'une loi grand âge, c'est celui qui conduit à des mutuelles plus chères, c'est celui qui n'offre rien en matière de lutte contre les déserts médicaux, c'est celui qui, dans un exercice de déshonneur et d'allégeance à l'extrême droite, veut diminuer l'aide médicale d'État au mépris de toute humanité, au risque de laisser prospérer épidémies et contagions. Et que dire des inepties professées à l'envi par le gouvernement et des membres du socle commun, faisant croire que la censure de ce gouvernement serait la 11e plaie d'Égypte. La première d'entre elles, la carte vitale, ne va plus fonctionner. Foutaise. Et vous le savez, il y a plus de risque d'une pluie de grenouilles sur cet hémicycle que d'un défaut de fonctionnement de la carte vitale, qui me permet de rappeler, soit dit en passant, combien cela est un beau modèle que ce modèle socialisé. Certains le nomment même le communisme déjà là. Ne vous étranglez pas.
Puis on nous affirme que pas de budget voté, cela signifierait une augmentation d'impôts sur le revenu et l'entrée dans l'imposition pour 380 000 de nos compatriotes. C'est faux. Toute nouvelle entrée dans l'impôt n'intervient qu'en mai. D'ici là, après la loi spéciale, le gouvernement de gauche aura eu le loisir non seulement d'indexer le barème de l'hier, mais aussi de le rendre plus progressif, afin que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € paient moins et que la justice fiscale soit mieux assurée. S'il vous plaît, que cessent ces contre-vérités qui n'ont qu'un but, faire peur, parce que la peur est une arme de destruction massive de la raison. Nos compatriotes méritent mieux. Les agriculteurs que nous croisons aux abords des préfectures, les VSL qui bloquent les centres-villes, les enseignants, les fonctionnaires qui vont se mobiliser en masse demain ne brandissent pas des banderoles « on veut garder Barnier ». Bien au contraire, ils ne veulent plus être empaumés par vos soins. Ils nous disent « stop ». Dites-leur et dites-lui à celui qui dans son palais cultive l'illusion solitaire de l'omniscience. Dites-lui ça suffit. Notre responsabilité, c'est à la fois de refuser les budgets régressifs de la sécurité sociale comme de l'État et de proposer au président de la République de laver la faute originelle qu'il fait porter comme un fardeau à la France. Nous sommes prêts, nous, députés communistes et ultramarins du groupe de la gauche démocrate et républicaine, à prendre notre part dans le cadre d'un gouvernement issu du nouveau Front populaire, capable de construire des majorités ici, projet par projet, comme nous l'avons montré dans l'histoire de notre pays. Le vote de ce jour en faveur de la motion de censure n'a rien de personnel, Monsieur le Premier ministre. Et ce n'est pas l'apocalypse, c'est l'ouverture des possibles. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au peuple. Je vous remercie. Refusant sa défaite dans les urnes, Emmanuel Macron nous entraîne dans l'impasse. S'appuyant sur un accord avec Marine Le Pen, il a cherché à maintenir sa politique quoi qu'il en coûte. Cela vous a permis, Monsieur le Premier ministre, d'être nommé et d'arracher 90 jours à la tête de l'État. Cela a permis à Marine Le Pen de gagner du temps pendant le procès pour lequel elle est accusée d'avoir organisé un système de détournement d'argent public au profit de son parti. 90 jours gâchés. Votre erreur, Monsieur le Premier ministre, est d'avoir pensé que Marine Le Pen vous laisserait faire un budget, qu'elle se refuserait à vous censurer. Et vous, crédules, vous l'avez pru, et peut-être que vous la croyez encore. Et vous vous êtes abaissé de compromis en compromission. Après un gouvernement qui est allé à l'encontre du vote des Français en méprisant l'Assemblée, nous souhaitons un gouvernement qui met en œuvre le changement politique attendu, voulu par les Français et qui s'appuie sur le Parlement. Ainsi, nous réaffirmons qu'il est légitime que la gauche et les écologistes, première force politique de l'Assemblée nationale, gouvernent le pays. Et cela autour d'une route qui, si elle est issue du programme du nouveau Front populaire, se concentre sur les priorités face aux défis auxquels nous devons collectivement faire face. La constitution d'un budget augmentant les ressources de l'État, des mesures efficaces et immédiates contre le réchauffement climatique et une conférence pour l'augmentation des salaires et l'arrêt des licenciements boursiers. Le groupe écologiste et social défend la primauté de la décision collective, du débat public et du travail parlementaire que les membres de la coalition gouvernementale ont fui pendant des mois. Il faut en finir avec l'approche verticale du pouvoir qui est aujourd'hui mis en échec. Le prochain gouvernement devra s'engager à ne pas utiliser le 49.3. C'est la garantie du débat parlementaire et c'est la seule garantie pour qu'un gouvernement ne soit pas censuré. 9 des 11 groupes de l'Assemblée se sont exprimés. Reste le groupe UDR d'Éric Ciotti, allié du Rassemblement national. De ce côté, aucun suspense, il votera cette motion de censure. En revanche, le groupe LIOT ne l'entend pas de cette manière. Charles de Courson indique que les membres de son groupe, à la quasi-unanimité, ne voteront pas cette motion. La première raison, c'est que voter la motion de censure, c'est paradoxalement redonner la main au président de la République, c'est-à-dire à celui qui a été à l'origine du chaos politique qui s'est installé à travers la dissolution du 9 juin 2024. La deuxième raison, c'est que voter la motion de censure, c'est aggraver la crise démocratique. En effet, que vont penser les Français d'une Assemblée nationale incapable d'adopter une loi de finances et une loi de financement de la sécurité sociale ?
le rejet de la démocratie parlementaire peut déboucher sur un régime autoritaire. Troisième raison, ce n'est pas le moment de voter une motion de censure. En effet, la situation économique et sociale n'est pas bonne, elle se dégrade, et un tel vote accentuerait le sentiment d'incertitude des acteurs économiques. Quatrième raison, si cette motion de censure était adoptée, une sortie démocratique paraît aujourd'hui impossible. En effet, le président de la République ne peut dissoudre notre Assemblée qu'à compter du 7 juillet 2025, c'est-à-dire dans 7 mois. Quant à l'hypothèse de la démission du président de la République, ce dernier l'a écartée hier soir. Alors, mes chers collègues, par-delà ces 4 raisons qui font que notre groupe, à la quasi-unanimité, ne votera pas cette motion de censure, le groupe DIOT souhaite faire un appel à tous nos collègues sur tous les bancs de cette Assemblée qui se reconnaissent dans les valeurs fondatrices de notre République. Seul un large rassemblement de l'art républicain pourrait permettre de gouverner notre pays en évitant les risques liés à des solutions extrêmes. Ce n'est pas un vote pour ou contre Michel Barnier, mais un vote sur un texte. Nous sommes d'accord, Monsieur le Premier ministre. C'est un vote sur un texte qui va nous guider. C'est un vote, hélas, sur un mauvais budget. Un mauvais budget, un budget socialiste même. Je vous l'avais dit lorsque vous avez prononcé votre déclaration de politique générale. C'est pour protéger les Français, protéger nos entreprises et protéger notre économie que nous refusons ce budget. Il y a 6 mois, mes chers collègues, lorsque je présidais encore les Républicains, nous avions fixé ensemble 3 lignes rouges avec beaucoup de vos ministres, notamment Bruno Retailleau, mais aussi Laurent Wauquiez. Nous avions dit alors que si ces lignes rouges venaient à être franchies, cela aurait automatiquement une conséquence, la censure du gouvernement. Ces lignes, je vous les rappelle, l'augmentation des prélèvements obligatoires, la désindexation des retraites qui pénaliserait nos petits retraités, la baisse de la prise en charge des soins et des médicaments. Monsieur le Premier ministre, votre budget a allègrement franchi ces lignes rouges. C'est donc en cohérence que nous voterons la censure. Tous les groupes politiques se sont prononcés sur cette motion de censure. Autour de Michel Barnier de prendre la parole, applaudi longuement par les 4 groupes du socle commun qui le soutiennent. La parole est à présent à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci d'abord à toutes celles et tous ceux qui viennent de m'accueillir à cette tribune. Et je vous prie, je le dis à chacune et chacun des députés qui viennent de se lever,
et je le dis aussi au nom des membres du gouvernement qui sont presque tous ici, que je suis très touché par votre attitude et votre accueil. Nous sommes rendus les uns et les autres, mesdames et messieurs les députés, à un moment de vérité et un moment de responsabilité. J'entendais tout à l'heure le Premier ministre Gabriel Attal, que je remercie de sa confiance, exprimer le vœu de, disiez-vous, moins de bruit et plus d'action. C'est compliqué ici, hein. En tout cas, moins de bruit sans doute, plus d'écoute et plus de respect, le respect que j'ai moi-même exprimé en vous écoutant et depuis que je suis Premier ministre avec la même constance. Il y a 2 jours, j'ai donc engagé la responsabilité de mon gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'ai pris, mesdames et messieurs les députés, cette décision après avoir fait preuve d'écoute, de respect, en effet, de dialogue, ce qui a conduit le gouvernement à améliorer quasiment chaque jour son texte, et je reconnais qu'il n'était pas parfait, que nous n'avons pas tout bien fait au départ, à améliorer ce texte sur plusieurs points importants, comme les retraites, les allègements de charges, le remboursement des médicaments, et sans parler d'autres points qui se trouvent, je pense à la taxe sur l'électricité, dans le projet de loi de finances qui vous est soumis par ailleurs. Mesdames et messieurs les députés, ce texte a ainsi amélioré et répond à l'urgence de réduire notre dette budgétaire. En regardant en face la réalité de nos comptes publics, 3 228 milliards d'euros de dette, 60 milliards, ne m'obligez pas à revenir trop en arrière, hein. 60 milliards d'intérêts, voilà ce que les Français, que nous allons devoir payer chaque année. 60 milliards d'intérêts, c'est davantage que le budget de notre défense ou de notre enseignement supérieur, et sans doute encore davantage demain si nous ne faisions rien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, voilà la réalité. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est la réalité. J'ai essayé de l'affronter, l'ensemble du gouvernement que je remercie, en vous présentant des textes financiers difficiles. Ce n'est pas par plaisir que j'ai présenté quasiment que des mesures difficiles dans ce budget. J'aurais préféré distribuer de l'argent, même si nous ne l'avons pas, pour faciliter les choses et les discussions. Cette réalité, elle reste là. Et écoutez-moi bien, elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. Écoutez-moi bien et souvenez-vous, dans quelque temps, cette réalité-là, elle se rappellera à tout gouvernement, quel qu'il soit. Ce dont je suis sûr, mesdames et messieurs, ce que je redis avec gravité devant vous, c'est que cette motion de censure, au moment où vous vous apprêtez sans doute, dans cette conjonction des contraires, à approuver, cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. Voilà ce dont je suis sûr. Mesdames et Messieurs les députés, je ne me résous pas à l'idée que la déstabilisation institutionnelle puisse être l'objectif qui rassemblerait ici une majorité des députés. Au moment où notre pays traverse une crise profonde, morale, économique, financière et civique. J'ai en mémoire, pardonnez-moi cette citation, des mots de Saint-Exupéry qui écrivait « Chacun est responsable de tous ». Chacun est seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. En tant qu'élu de la nation, chacune et chacun d'entre vous devra faire un choix en conscience,
celui de voter ou de ne pas voter cette motion de censure et de renverser ou de ne pas renverser le gouvernement avec toutes les conséquences que j'ai tenté de décrire. Cette décision, mesdames et messieurs, sera la somme de vos choix individuels. Des choix individuels, mais qui engagent une responsabilité collective devant la nation, car c'est l'avenir des Français que vous tenez entre vos mains. Ne nous trompons pas d'enjeu. Ce qui se décide en cette fin d'après-midi, dans cet hémicycle, ce n'est certainement pas l'issue d'un bras de fer entre l'une ou l'autre des formations politiques et le Premier ministre. Ce n'est pas non plus le sort du Premier ministre. Je n'ai pas peur, rassurez-vous, Monsieur Sansu, hein, je n'ai pas peur. J'ai rarement eu peur dans mon engagement politique. Ce qui est en jeu, c'est notre capacité collective à faire des pas les uns vers les autres, à dépasser les tensions et les clivages qui font tant de mal à notre pays, à avoir comme seule boussole l'intérêt général. Ce qui devrait nous rassembler, c'est la politique, au sens où je l'entends, qui consiste à créer du progrès collectif, parfois de petits progrès, parfois de grands progrès pour les Français. Et la stabilité dont les citoyens, les entreprises, les acteurs sociaux et économiques ont tant besoin et ont tant envie. Et vous auriez tort, Monsieur Ciotti, de les oublier. Monsieur le Président Coquerel, tout à l'heure, vous avez choisi d'évoquer un homme que votre parti a toujours combattu, la grande figure de Georges Pompidou, qui a cité Laurent Wauquiez aussi. Il est tombé en effet comme Premier ministre en 1962, sous le coup d'une censure. J'ai le souvenir d'un conseil que cet homme d'État, que j'ai toujours admiré en ce qui me concerne, recommandait. Dans son livre de Nœud gordien, Georges Pompidou écrivait qu'il fallait en toutes circonstances rechercher à préserver la morale de l'action, la morale collective. Où est, Monsieur le Président Vallaud, la morale? Où est l'action? Lorsque, arrivant à l'hôtel Matignon, il y a moins de 3 mois, au lendemain de ma nomination, je vous ai appelé et que vous m'avez dit qu'en toutes circonstances, et avant même que j'ouvre la bouche, avant même que je présente le programme du gouvernement, avant même que je forme le gouvernement, vous me disiez « nous allons voter la censure ». Vous me permettrez enfin, pour terminer, de vous dire plus personnellement, à cet instant, que je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Après ce discours, Michel Barnier prend la direction de l'hôtel de Matignon pour partager un moment convivial avec les ministres de son gouvernement. Pendant ce temps, les députés favorables à la censure sont en train de sceller son sort. Ils votent dans les salons voisins de l'hémicycle. Après 45 minutes de vote, la sonnerie retentit à l'Assemblée nationale. Tout le monde retient son souffle. Stéphanie Despierres, c'est imminent, vous êtes salle des 4 colonnes. Est-ce que chez vous, pareil, tout le monde semble un peu retenir son souffle? Oui, tout le monde retient son souffle et quand la sonnerie a retenti, on a entendu un « ah » de soulagement d'avoir la fin de cette attente. C'était un « ah » de tous les journalistes présents ici dans cette salle des 4 colonnes parce que vous le voyez, il y a beaucoup de monde et là, il y a un certain silence qui se fait en attente des résultats du vote. Le résultat ne fait presque aucun doute. Pourtant, députés et journalistes savent qu'ils sont en train de vivre un moment historique. Pour que le gouvernement tombe, la majorité absolue est nécessaire, soit 288 voix ce jour-là. Il est presque 20h30, c'est le moment de vérité. Mes chers collègues, la séance est reprise.
Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Les voix de la gauche et du Rassemblement national se sont donc additionnées pour censurer le gouvernement. Rendez-vous compte, aucune motion de censure n'avait été adoptée depuis 1962. Michel Barnier ne sera donc resté que 3 petits mois à Matignon, le début d'une crise politique pour le pays. Merci à vous de nous avoir suivis sur LCP et à très bientôt.